Karel. Patricia, bonjour Fidil, madame, messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre pour l'exercice devenu habituel. Il s'agit naturellement de la lecture transversale des journaux en direct du studio de la cité capitale. On s'intéresse à la stabilisation du bassin du lac Tchad. Pour commencer, on en parle avec le quotidien bilingue national Cameroun Tribune. Le journal de Marie-Claire Nana estime que tous les maillons de la chaîne sont prêts pour la bataille. Le sujet était au cœur du 3e forum des gouverneurs de cette région en proie à diverses menaces. Les travaux présidés hier à Yaoundé au nom du chef de l'État par le Premier ministre, chef du gouvernement Joseph Dion Ngouté, ont donné l'occasion aux différents participants de réaffirmer la nécessité de resserrer les rangs pour relever ensemble les défis sécuritaires, économiques et sociaux. Voilà qui constitue la principale information du quotidien bilingue national. Elle était à retrouver naturellement de la page 4 à la page 5. Le quotidien Mutation aussi en parle ce mardi 5 octobre, s'agissant spécifiquement du grand dialogue en deux. Le journal de Georges Alain Boyomo évoque la guerre des épilogues. À ce sujet, précise Mutation, les gages de décryptage du gouvernement dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest ont été abordés. Christophe Foumouniou fait d'ailleurs le point de la situation et propose des voies de sortie de crise. Proposition à découvrir dans les colonnes du quotidien Mutation, le journal de Georges Alain Boyomo, précisément de la page 7 à la page 11. La lecture transversale des journaux en direct du studio de Yaoundé se poursuit avec The Guardian Post, le journal d'expression anglaise. The Christian Ga annonce le Premier ministre, chef du gouvernement Joseph Dion Ngouté du côté de Bamenda dans le nord-ouest du pays aujourd'hui. Le journal précise qu'il vient en paix pour la paix après avoir été donc accueilli chaleureusement il y a peu dans le sud-ouest. Le Premier ministre camerounais se rend dans le nord-ouest toujours pour transmettre un message de paix, indique le journal. Le quotidien The Guardian Post précise en outre qu'il va prêter une oreille attentive aux propositions des populations sur les voies et moyens pour un retour à la paix et au passage voir dans quelle mesure implémenter les recommandations faites lors des travaux du grand dialogue national il y a de cela 2 ans. Bertrand Noah nous en dit davantage dans son article que vous retrouverez en page 3 du quotidien The Guardian Post, parution de ce jour. Rendons-nous à présent sur la ligne de transport électrique Niabizani-Yaoundé. On y va avec le quotidien Émergence, le premier magazine privé bilingue au Cameroun, marque donc un temps d'arrêt sur cette actualité-là. Il se pose la question de savoir où en est-on avec les travaux de construction qui étaient jusqu'alors à l'arrêt du fait de la non-indemnisation des riverains. Le projet est pourtant censé renforcer la fourniture en électricité dans le réseau du Sud, indique également le journal. Le journal qui précise en outre que le gouvernement tente donc de relancer la machine alors que les échéances telles que la Coupe d'Afrique des Nations 2021 qui sera en 2022 avancent à grands pas. D'où l'interrogation donc de ce journal qui vous propose certainement dans l'article en page 3 des esquisses de réponse. Le quotidien qui marque aussi un temps d'arrêt sur l'état d'avancement des travaux de construction du transport d'énergie Niabizani-Yaoundé, pour sa part, évoque les bonnes nouvelles du ministre de l'eau et de l'énergie Gaston Elundou Essomba, qui revient donc d'une visite de travail effectuée hier lundi 4 octobre dans les zones traversées par le projet de construction de la ligne de transport associée donc à Niabizani-Yaoundé. Le gouvernement, du point de vue du journal, vient de réactiver le dossier en vue de relancer la machine à quelques mois seulement du coup d'envoi de la CAN Total Énergie Cameroun, qui approche, on l'a souligné tout à l'heure, à grands pas. Projet qui, faut-il le rappeler, était jusqu'alors mis aux arrêts pour non-paiement des indemnités des riverains. Il est censé donc renforcer la fourniture en électricité dans le réseau interconnecté Sud. Et plus précisément, en tout cas plus de précisions sont à retrouver dans les colonnes du journal Le Quotidien qui nous est parvenu ce
ce mardi matin. La suite, c'est en économie avec le quotidien Econews. On en parle justement. Jean-Pierre Elong Bassi évoque la compétitivité de l'économie nationale dans ce journal d'analyse et d'enquête économique de Pascal Dibamou. Compétitivité qui, de son point de vue, est très dépendante de l'activité des fonds. J'y arrive, de l'attractivité des fonds. En effet, précise le journal, le secrétaire général de l'organisation panafricaine Cité et gouvernements locaux d'Afrique analyse les problèmes d'urbanisation des villes du Cameroun et leur impact sur le flux financier de l'économie d'échelle. Autre précision de Econews, en marge de la journée internationale de l'habitat, la commune d'Ebolova, deuxième, a donc remporté la palme d'or du prix FECOM de la commune la plus propre, édition 2021. Des précisions sur cette actualité à retrouver de la page 5 à la page 7 du quotidien Econews. En kiosque ce mardi de l'économie en santé, on ouvre cette autre page avec Eco Santé. Le journal de Joseph Mbemboum nous informe que la 3e édition de la conférence interdisciplinaire et transversale de la santé se peaufine, une rencontre scientifique qui a pour entre autres objectifs de générer des systèmes d'information et de prévention de la population pour prévenir justement les maladies infectieuses et chroniques. Le rendez-vous au 3e du genre annulé en 2020 à cause de la pandémie à coronavirus est donc prévu cette année du 14 au 16 octobre du côté de Douala sous le thème des maladies infectieuses aux maladies chroniques non transmissibles, l'interconnexion mise à jour. Ça avance donc côté préparatif tel qu'on allait, vous pouvez le voir dans les articles de nos confrères de la page 6 à la page 7. De la santé en éducation, au moment où se célèbre la journée mondiale de l'enseignant, l'étudiant nous amène au département de sociologie de l'université de Yaoundé 1 pour y découvrir le carrefour des sciences sociales selon le journal bilingue d'information sur l'éducation et la jeunesse en hommage au regretté professeur Jean-Marc. Et là, un colloque national réunira près de 500 participants, une vingtaine ou alors une centaine de sociologues et autres spécialistes des sciences sociales du 6 au 8 octobre prochain au campus de Yaoundé 1. Le thème de la rencontre, la consistance des travaux ainsi que les objectifs du colloque à découvrir dans ce bi-hebdomadaire en page 3 de manière beaucoup plus précise. Avec le quotidien Réalité Plus, on parle de tout à fait autre chose à présent. On parle spécifiquement du tout premier conseil municipal organisé par visioconférence au Cameroun à l'initiative du maire de Banta, Clovis Nguesiek. C'était donc le vendredi 1er octobre dans le Haut-Cam. Joseph Clovis Nguesiek a donc tenu les assises de son conseil municipal par vidéoconférence, une session ordinaire devenue extraordinaire par le dispositif donc indique le journal de Paul Ngouaré Kinji, occasion de passer en revue les actions déjà menées dans cette localité-là et naturellement de se projeter dans l'avenir afin de voir où est-ce que il y a eu des failles pour naturellement y apporter des corrections adéquates. Le journal Réalité Plus, dans sa parution de ce mardi 5 octobre, en parle de manière beaucoup plus précise et précisément de la page 2 à la page 3. On évolue en politique avec le Pélican. Au menu, renouvellement des organes de base du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Le processus électoral a été annulé dans la Ligue Centre et les militants se remettent donc à la sagesse et de la commission départementale. C'est le journal de Jules Brice Ngaba, le Pélican, qui le dit ce matin, le journal qui indique qu'en application justement des dispositions de la circulaire du président national du parti du Flambeau relative aux opérations de renouvellement des organes de base du RDPC et de ses organisations spécialisées en sa qualité de solliciter donc votre
instance, l'annulation du processus électoral dans la section RDPC-Léké Centre en raison justement de nombreuses irrégularités dans la forme et dans le fond. Le journal Le Pélican en parle de manière beaucoup plus précise ce matin. On l'évoquait déjà hier lors de la première sortie de la semaine de la revue de presse en direct du studio de Yaoundé. Pour en savoir davantage, rendez-vous en kiosque, procurez-vous le journal et vous serez certainement servi. S'agissant toujours du renouvellement des organes de base du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, cette fois-ci dans l'Union et Kélé, Génération Libre, nous dit que Parfait Godok Bang apporte son soutien aux 10 sections de ce côté-là. Il a annoncé vendredi 1er octobre dernier à Ezeka au cours de la cérémonie de proclamation des résultats du scrutin de cette circonscription. Les détails donc sont à retrouver dans l'hebdomadaire de François, le bi-hebdomadaire de François Fonio Futso, de la page 6 à la page 7. Et c'est quelques journaux qui nous parviennent à l'instant. Nous avons reçu à cela quelques instants seulement Vision économique, le journal qui revient également sur le soutien dont on parlait il y a cela quelques instants seulement, le soutien de Sa Majesté Parfait Kodok Okwang aux sections RDPC d'Union et quel est le mécène républicain unanime salué par toute la classe politique, précise le journal de l'économie et des finances parvenu à notre rédaction il y a cela quelques instants seulement, en grande première dans l'histoire politique d'Union et Kélé. Cet important soutien va donc permettre de booster davantage les opérations en ce qui concerne la politique et naturellement pour le Parti du Flambeau. De ce côté, nous avons également reçu à cela quelques instants seulement ce magazine, le magazine que nous vous présentons à l'instant. Il s'agit naturellement d'Afrique Olympia. Au menu, plusieurs informations intéressantes, notamment celles relatives à la relance de l'économie après les affres de la pandémie à coronavirus au sein des entreprises. Le journal revient donc sur les stratégies développées par les différentes structures pour reprendre le dessus après tout les affres, les obstacles à elles causées les structures, à elles causées donc par la pandémie à coronavirus. C'est Afrique Info qui en parle, le magazine d'information du Centre africain d'études olympiques de ce jour est donc en kiosque pour être informé sur toutes les actualités qu'il vous propose. Eh bien, allez-vous simplement vous procurer le mag. Et avec Afrique Info Olympia, on met la clé sur le paillasson de la revue de presse Acte 1 en direct du studio de la Cité Capitale. Merci de rester des nôtres. Vous le savez certainement, c'est une tradition. L'exercice poursuit cette fois-ci du côté de Douala avec Michael Chipkio. Michael, bonjour. Qu'est-ce qui fait la une des journaux du côté de Douala ce mardi matin? Karel est bienvenue dans la métropole économique du Cameroun. Eh bien, on commence par le Messager. Le Messager aujourd'hui qui nous reparle de l'inflation sur les marchés camerounais à la faveur de cette rencontre entre le ministre du Commerce il y a quelques jours et le groupement interpatronal du Cameroun au sujet de la flambée des prix des matières premières sur le marché camerounais. Eh bien, le journal constate qu'il y a une sorte d'union sacrée entre le patronat et le gouvernement pour tordre le cou à cette montée vertigineuse des prix sur les marchés. C'est l'une des solutions préconisées, l'union sacrée bien sûr, c'est l'une des solutions préconisées au cours de cette rencontre tenue vendredi dernier entre le ministre du Commerce et les chefs d'entreprise au sujet de cette hausse quasi généralisée dans les espaces marchands de notre pays. Et pour juguler cette inflation, l'un des patronats les plus représentatifs du Cameroun propose à côté de l'union sacrée deux options. D'abord, la répercussion intégrale de la hausse des coûts de production sur les prix de vente, une option qui serait suicidaire pour les consommateurs, constate le Messager. Au pouvoir d'achat rongé, cette option est difficilement envisageable, écrit le journal, selon les chefs d'entreprise. Et en plus, la deuxième option serait le partage des charges entre l'État, les entreprises et les consommateurs. Cette deuxième piste doit être associée à un train de mesures à mettre sur pied pour son application immédiate et rapide, en urgence d'ailleurs, écrit le quotidien Le Messager paru aujourd'hui, qui parle de cette question de l'augmentation des prix des matières premières au Cameroun. Et puis la une principale du Messager
messager, vous le voyez, revient sur l'an 4 du conflit dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun. 4 ans que ça dure, lueurs et espoirs, lueurs et l'heure plutôt du grand dialogue national 4 ans après, 2 ans après plutôt, 4 ans justement après ce qui n'était au départ que des revendications corporatistes, les mesures du gouvernement devant sortir le nord-ouest et le sud-ouest de la crise sociopolitique sanglante dans laquelle il est plongé, fondent tout leur espoir sur les résolutions de cette grande messe, prescrite par le président de la République et pilotée par le premier ministre chef du gouvernement. Sortira-t-on de cette spirale infernale qu'est le conflit anglophone, s'interroge Christian Tchapmi, les multiples missions de déminage, les opérations commando et cette ode à la paix que proclame Joseph Dion-Ngouté, présenté comme l'hirondelle qui apportera le printemps dans cet océan de violence, porteront-elles des fruits, s'interroge encore le rédacteur en chef du journal Le Messager. Difficile de répondre par l'affirmative au regard de la météo particulièrement mortifère et enregistrée dans ces zones en conflit depuis 4 années maintenant. La paix est si loin, mais visiblement si proche, écrit-il dans les colonnes du Messager aujourd'hui, qui tente d'explorer des pistes de solutions pour trouver une réponse à cette crise qui continue dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun. La nouvelle expression également en kiosque ce jour nous parle plutôt de cette visite de Joseph Dion-Ngouté, le Premier ministre à Bamenda, lui qui est attendu dans la capitale régionale du nord-ouest aujourd'hui. Joseph Dion-Ngouté qui devra y évaluer l'implémentation des recommandations du grand dialogue national. Le journal La Nouvelle Expression nous fait une peinture de la ville de Bamenda où les banderoles annonce la visite du chef du gouvernement. Sur les réseaux sociaux, les séparatistes ont d'ailleurs appelé au boycott de cette visite. Un groupe armé dans la ville de Bamenda menacé de s'en prendre à quiconque oserait participer aux travaux lors de cette visite de Joseph Dion-Ngouté. Une ville morte a même été annoncée pour ce mardi, annonce La Nouvelle Expression, jour de l'arrivée du Premier ministre. Malgré ces menaces, les attentes de cette visite de Joseph Dion-Ngouté sont nombreuses, à en croire certains habitants de Bamenda. Ils sont donc nombreux qui fondent un grand espoir à cette autre visite du chef du gouvernement, et La Nouvelle Expression qui en profite pour nous proposer une fois de plus aujourd'hui les recommandations issues du grand dialogue national tenu il y a 2 ans au Cameroun. La Nouvelle Expression parle aussi de la célébration de la journée de l'enseignant aujourd'hui, célébration sous fond de tristesse et de revendication. Les enseignants de la ville de Douala ont saisi cette occasion de la 28e édition de la Journée mondiale des enseignants pour dénoncer les nombreux problèmes qu'ils rencontrent au quotidien dans l'exercice de leurs fonctions. Le journal a d'ailleurs donné la parole au responsable du service de la scolarité du lycée bilingue de Dedo, qui dit toujours attendre le Forum national de l'éducation promis par le gouvernement au Cameroun. Jusqu'ici, rien n'a été fait dans ce sens. Conséquence, les enseignants pleurent au quotidien et ils célébreront cette journée dans la tristesse, conclut le quotidien La Nouvelle Expression, qui nous parle aussi de Kribi et ce qui s'est passé hier dans la ville de Kribi, précisément dans la région du sud Cameroun. Des militants du Rassemblement démocratique du peuple camerounais qui dénoncent le sénateur Grégoire Mbamba. Près de 2000 militants du RDPC ont pris d'assaut la place des fêtes en vue de manifester leur indignation devant la préfecture. Il se trouve que jeudi dernier, lors des inscriptions dans un comité de base du quartier Afan Mabé, le sénateur Grégoire Mbamba a asséné un coup de tête à un militant, mettant également en contribution son garde du corps et d'autres proches collaborateurs pour molester des militants qui n'étaient de son obédience. 2 militants ont été gravement blessés et conduits à l'hôpital militaire de Kribi. Et ce n'est pas la première fois, note La Nouvelle Expression, que le sénateur Grégoire Mbamba s'illustre par de tels actes à Kribi, des actes de violence. Il se souvient, le journal, qui s'est fait gifler dernièrement par une dame au marché de Kolbiteng pour son incapacité à maîtriser son instinct barbare. Avant cela, c'était le député Martin Euno, ensuite le conseiller municipal Lucien Piado, sans compter les simples militants au quotidien seulement. Il n'a jamais été inquiété ni par l'autorité administrative, ni par les instances supérieures de son parti, d'où cette interpellation des militants du RDPC qui sont allés à la rencontre du préfet Nuhu Bello, qui a
donc joué la carte de l'apaisement pour calmer ces militants du Rassemblement démocratique du peuple camerounais en colère hier dans la ville de Kribi. Vision économique est également en kiosque et nous parle aussi de cette opération de renouvellement des organes de base du Rassemblement démocratique du peuple camerounais avec un zoom sur le département d'Union Ekele et un homme parfait, Godok Kwan, que le journal présente comme un mécène républicain qui a été salué par toute la classe politique dans cette localité du pays lors de ces opérations de renouvellement des organes de base du RDPC. En grande première dans l'histoire politique d'Union Ekele, écrit le journal, un important don constitué de 10 millions de francs CFA et du matériel de bureau a été remis aux nombreuses sections nouvellement installées par James Onobiono, président de la commission départementale, de se mettre davantage au travail pour reconquérir l'espace politique en réduisant l'opposition à sa plus simple expression. Le journal rappelle que ce bienfaiteur, acteur reconnu de développement et chef traditionnel de 3e degré du village Sompoix, arrondissement de Biwa, opérateur économique, promoteur de médias, secrétaire général de la Chambre de commerce des Chinois d'outre-mer, ancien président de la grande section RDPC d'Union Ekele, parfait. Godok Kwan vient donc de faire une fois de plus parler de lui et les résultats issus de ces opérations de renouvellement des organes de base du RDPC plaident pour sa cause conclue. Vision économique qui nous parle de la croissance également, la croissance en zone SEMAC avec la BEAC qui revoit à la hausse des prévisions de la zone SEMAC au sorti de la 3e réunion ordinaire du comité de politique monétaire de la BEAC, tenue le 27 septembre dernier par visioconférence. L'Institut d'émission des 6 pays de la SEMAC a revu à la hausse les prévisions de croissance dans cet espace communautaire à 1,6% en 2021. Après la récession de moins 1,7% de 2020. La Banque mondiale également est à la une du journal Vision économique. La Banque mondiale qui injecte 56 milliards de francs CFA pour connecter les écoles et hôpitaux situés dans les zones enclavées au réseau Internet. Grâce à ce crédit du guichet concessionnel de la Banque mondiale, les hôpitaux, écoles, administrations locales et les habitants de zones rurales vont bénéficier d'un accès étendu et plus abordable à Internet. L'Internet à haut débit au Cameroun, écrit le journal Vision économique en kiosque ce mardi. Europe Plus est également paru ce jour et revient sur ce qui s'apparente désormais un scandale enregistré à l'hôpital central de Yaoundé. Eh bien, que s'est-il exactement passé à l'hôpital central de Yaoundé avec ce soupçon de trafic d'organes humains? Hilaire Aïssi-Meungue a subi d'atroces mutilations à vif, écrit l'Europe Plus aujourd'hui, et peut-être un prélèvement d'organes dans le bloc opératoire de cet hôpital. Les auditions de l'équipe médicale de l'hôpital central de Yaoundé accusé d'avoir mutilé à mort ce jeune déjà victime d'une agression au couteau ont débuté hier. Lundi, nous annonce le journal de Michel Michaud-Moussala. L'autopsie du corps du présumé supplicié prévu vendredi dernier sur le jeune Hilaire Aïssi-Meungue a, du fait de l'absence de membres de sa famille, été renvoyé. Les siens, autant que l'opinion publique, devront donc encore attendre pour connaître les circonstances exactes de la disparition le 19 septembre du garçon de 22 ans, autour de laquelle pèse en effet de lourds soupçons de prélèvement d'organes par l'équipe de chirurgie de l'hôpital central de Yaoundé. Le journal est allé enquêter et nous livre quelques informations au cœur d'ailleurs de cette famille. Parole également au ministère de la Santé publique qui a prescrit une enquête pour connaître exactement de ce qui s'est passé dans cet hôpital sur le corps du jeune Aïssi-Meungue. Les détails à retrouver en page 3 d'Europe Plus, qui à sa une revient sur ces opérations de renouvellement des organes de base au RDPC, la dictature du faux, du viol et du vol. C'est le titre de ce journal aujourd'hui. Le parti de Paul Biya, personnellement représenté par des voyous en costard ougandoura, vient de franchir le Rubicon avec son opération mouvementée de renouvellement des organes de base, devenue opération main sale. Le journal nous livre donc un décryptage d'une décrépitude annoncée au sein du RDPC. C'est en page 4 des colonnes du bi-hebdomadaire Europe Plus paru ce jour. La Cloche, l'hebdomadaire La Cloche,
est également en kiosque ce jour et nous parle également de ces opérations au sein du RDPC. Cette fois-ci, le journal zoom sur Vouri 3 où ça continue de bouillonner jusqu'ici après les opérations de renouvellement en raison de la non prise en compte des requêtes faites par la base militante et les autres protagonistes. On ne sera pas surpris du basculement de cette circonscription dans l'opposition après les opérations de renouvellement des organes de base, prévient le journal La Cloche en kiosque ce jour, qui a la une principale nous parle de la région du Sud et cette action du ministre de l'Eau et de l'Énergie, Gaston Elondo Essomba, qui débloque 200 millions de francs CFA pour l'électrification rurale. Le ministre de l'Eau et de l'Énergie vient donc d'éteindre le feu dans cette partie du pays, précisément sur l'axe Ebolova à Komde-Kribi, où les populations avaient déjà déclenché un mouvement d'humeur. Il s'agit donc, écrit le journal La Cloche, d'un véritable soulagement pour les populations des villages Yeminsem, Goto 1 ou Goto 2, sevrés de la lumière depuis plus de 5 ans. Maintenant, cette sortie du ministre de l'Eau et de l'Énergie, Gaston Elondo Essomba, est donc un véritable soulagement pour ces populations et la promesse devrait être implémentée immédiatement, écrit La Cloche, l'hebdomadaire qui est en kiosque aujourd'hui. La République est également paru aujourd'hui, le journal La République qui est en kiosque ce jour et qui nous parle de l'option de l'intelligence artificielle pour la gouvernance sécuritaire au Cameroun, option prise il y a quelques jours, la phase pilote de la gestion et du suivi centralisé du transport interurbain de passagers et de marchandises a été lancée le lundi dernier par le ministre des Transports Jean-Ernest Massenanga-Lebibé. La nouvelle application consistant à surveiller en permanence les conducteurs de transport interurbain permettra de réduire les accidents de la circulation au Cameroun, écrit le journal La République qui est en kiosque ce jour. Le sommet de une de ce même journal parle de ce précieux soutien de l'honorable Bernard Fongan à la société, notamment au lycée bilingue de Bamenju, c'est dans la région de l'ouest du Cameroun, sous le parrainage de son excellence Awa Fonka Augustine, gouverneur de la région de l'ouest du Cameroun. La fondation Fongan procédera plutôt le 22 octobre 2021 et retrocédera justement à l'état du Cameroun, le lycée bilingue de Bamenju, un bâtiment scolaire avec laboratoire équipé. Et bien, les appels de ces populations de Bamenju se faisaient entendre depuis quelque temps. La réponse arrive donc de cet homme adulé justement des jeunes de la région de l'ouest du Cameroun, et c'est Bamenju donc qui bénéficie une fois de plus de ces bienfaits, écrits le journal La République qui est en kiosque ce jour. Sans détour est également paru aujourd'hui, Sans détour, et qui nous parle de la société immobilière du Cameroun, retour à la performance au sein de la SIC. Les états financiers de synthèse de l'exercice 2020 de la SIC ont été adoptés le 28 septembre dernier à la faveur de l'Assemblée générale ordinaire des actionnaires de l'entreprise publique. Les chiffres sont forts, éloquents, écrit le journal Sans détour en kiosque aujourd'hui, qui revient aussi sur cette solution révolutionnaire de lutte contre les accidents de la circulation au Cameroun. La solution efficace, qui vient du partenariat ministère des Transports, Camtract, qui vise donc à barrer la voie aux accidents de circulation sur les axes routiers au Cameroun. Le ministre des Transports qui a donc présidé cette cérémonie de lancement de la phase du projet de gestion et de suivi centralisé du transport interurbain de personnes le 27 septembre dernier au Cameroun. Il s'agit d'un réseau particulier qui permet plutôt de porter de ce genre d'innovation pour barrer la voie aux accidents de la circulation au Cameroun. Salut le journal Sans détour qui est en kiosque ce jour. Merci beaucoup Michael Tikio. Comme à l'accoutumée, on a suivi avec beaucoup d'attention, la même passion, le même professionnalisme, et Dieu seul sait que vos enseignants doivent être très contents de vous. Ils ne vous l'ont jamais dit, vous n'avez pas eu l'occasion de les rencontrer? On a l'occasion d'en rencontrer de temps en temps, les enseignants, qu'ils soient du secondaire ou bien du supérieur, peut-être de moins en moins les enseignants du primaire, qui sont parfois rares, certains qui sont partis de ce monde, mais on a toujours une pensée pour eux, ces enseignants sans qui
on ne serait certainement rien du tout. Ah oui, c'est clair que le retour est bien reluisant, Michael. Allez, on va rappeler que on va donc se joindre à la communauté internationale pour célébrer la journée mondiale des enseignants, placée sous le thème les enseignants au cœur de la relance de l'éducation. Et on dira que loin d'être logés à la bonne enseigne, ils sont très souvent méprisés, humiliés, assassinés, violentés. Et il faut ajouter à ce tableau suffisamment noir le non-paiement des salaires pour nombre d'entre eux, et au rang desquels les enseignants vacataires dans le poids du paiement salarial reposent malheureusement sur les parents via les fonds générés par l'APE, l'association des parents d'élèves. Alors Michael, quel est le regard que vous suscite donc cette situation ? Écoutez, vous l'avez décrit, hein, vous venez de faire une peinture de la situation de l'enseignant. Malheureusement, dans notre pays, c'est un environnement fait de misère, de précarité, des conditions de travail extrêmement difficiles, la rémunération parfois insignifiante. Quand on est soit enseignant du public ou du privé, encore là on tire gravement le diable par la queue. Les fins de mois qui se rallongent, qui sont extrêmement difficiles pour ces enseignants-là. Malheureusement, c'est dans cet environnement-là que nos enseignants évoluent aujourd'hui dans notre pays. Et ce ne sont pas les appels pour tenter de trouver une solution à leurs conditions qui manquent. À chaque fois, le 5 octobre est l'occasion pour ces nombreux enseignants de rappeler leur situation à l'endroit de nos gouvernants, de leur rappeler que les conditions salariales sont extrêmement difficiles, les conditions de travail dans des établissements parfois très mal équipés sont très difficiles et malheureusement des solutions tardent à venir. Et il faut ajouter à cela ces dernières années cette montée de la violence, vous l'avez dit, dans de nombreux établissements publics, les réseaux sociaux, la technologie aidant, des élèves qui se livrent à la consommation de stupéfiants et parfois dans des salles de classe deviennent méconnaissables, bastonnent des enseignants, on en a vu qui ont été tués carrément en plein exercice de leurs fonctions dans des établissements. Ça pose la question de la sécurité de ces nombreux enseignants là au sein de ces établissements. Donc les mots ont un tout petit peu, si je peux dire ainsi, migré, aujourd'hui ont évolué d'ailleurs au regard, au-delà de la situation de précarité dont nous parlions tout à l'heure, il y a aujourd'hui la question de la sécurité de ces enseignants-là dans de nombreux établissements. Et pour revenir sur la précarité, souvenez-vous qu'il y a une promesse gouvernementale qui a été faite au sujet du statut particulier des enseignants. Ce n'est même pas une promesse, c'est une loi, ce sont des textes qui encadrent l'éducation au Cameroun, qui prévoient effectivement un statut particulier pour les enseignants au Cameroun, mais l'attente se fait longue depuis de nombreuses années, soit qu'il faut simplement une signature apposée au bas d'un document et l'enseignant bénéficie naturellement de ce statut particulier qui lui permet de vivre décemment, de pouvoir travailler dans des conditions acceptables, mais jusqu'ici absolument rien n'est fait. On a également fait la promesse d'un forum national de l'éducation. Certains ont proposé le Forum national d'éducation ou alors les états généraux de l'éducation au Cameroun. Jusqu'ici, il n'en est absolument rien. Quand vous discutez avec ces pédagogues-là, ils se trouvent un tout petit peu, ou alors très déçus d'ailleurs, d'être toujours en attente de ces différents conclaves-là qui peuvent leur permettre de poser encore peut-être avec plus de force et plus d'acuité leurs préoccupations. Attendre simplement les 5 octobre pour faire part de ce qu'ils travaillent dans des conditions difficiles, de ce qu'ils sont très peu rémunérés, ça devient parfois insuffisant pour eux. On a parlé tout à l'heure de la situation de ces enseignants. Peut-être ceux du privé, parfois, peuvent avoir des situations un peu réluisantes. Encore qu'il faut voir ceux de l'éducation de base, les enseignements secondaires, le supérieur et tous ces 3 paliers carrément qu'on a là, avec une stratification qui appelle naturellement, et c'est logique, à des rémunérations différentes, mais aller regarder le fossé qu'il y a entre les uns et les autres. Moi, je vais peut-être évoquer le cas de ces enseignants vacataires ou enseignants maîtres de parents. On a entendu parler souvent des enseignants maîtres de parents, ils sont payés justement par ces frais-là, des APE parfois, ou bien des contributions des parents dans de nombreux établissements qui sont supposés leur donner quelque chose pour les aider à venir au quotidien dispenser les cours à nos enfants. Il y en a qui gagnent 40 000 francs CFA, 30 000, 20, 25 000 francs, oui, voire 20 000 francs CFA, oui, ça existe effectivement dans ce pays, même dans les villes comme Douala ou Yaoundé, vous en avez qui gagnent 30 000 francs CFA, 40 000 et qui sont enseignants dans des établissements parfois privés et dans des établissements publics. Je l'ai dit tout à l'heure, les situations, on ne peut pas dire
qu'elle est réluisante, mais il continue de réclamer que quelque chose soit fait pour que l'enseignant soit considéré à sa juste valeur. Mais effectivement, pour le cas de ceux qui exercent dans ces établissements privés-là, c'est la croix et la bannière au quotidien. Il faut se battre pour joindre les deux bouts, pour s'en sortir. Au fond de moi, ce sont des parents eux-mêmes qui ont des enfants, qui doivent aller à l'école et qui éprouvent de nombreuses difficultés à les faire aller à l'école, à se nourrir, à les vêtir et tout ça. Non, c'est extrêmement compliqué pour... N'est-ce pas paradoxal de savoir que celui qui dispense des valeurs, qui dispense des cours, qui enseigne les décideurs de ce pays soient dans cette précarité. D'ailleurs, le thème retenu pour cette année, c'est l'enseignant au cœur de l'éducation. Pensez-vous que l'enseignant soit vraiment au cœur de l'éducation en ces temps-ci? Bon, j'ai lu quelque chose d'intéressant il y a quelques jours. S'il n'y avait pas eu le métier d'enseignant, il n'y aurait pas eu d'autres métiers. Je crois que moi, je fais mienne cette réflexion. S'il n'y avait pas eu le métier d'enseignant, il n'y aurait certainement pas eu d'autres métiers. Beaucoup d'autres métiers, naturellement. Parce qu'on commence par là, ça c'est la base. On commence par là, ce sont des enseignants qui forgent cette société, effectivement. L'enseignant au cœur de l'éducation, relance, on ne parle pas de relance de l'éducation, l'enseignant au cœur et tout. Mais je crois que le thème en lui-même est un aveu de ce que l'enseignant a été mis un peu de côté dans ce qu'on appelle l'éducation. C'est une sorte d'aveu pour moi de ce que l'enseignant aujourd'hui, qui est considéré être au cœur de l'éducation, n'a pas besoin de dire qu'on remet l'enseignant au cœur de l'éducation parce que c'est l'enseignant naturellement au cœur de l'éducation. Mais tellement on a dévoyé cette fonction-là qui est celle de l'enseignant, pas simplement du fait de ces enseignants eux-mêmes, non, mais de la considération que les pouvoirs publics donnent à ces enseignants, malheureusement. Ils sont nombreux aujourd'hui qui fuient ce métier. Vous allez à l'école normale, vous y passez 3 ou 5 ans, vous sortez pour vous faire recruter dans un établissement, mais c'est quelque chose d'incroyable. Les difficultés de recrutement de ces nombreux enseignants, ils sont des milliers qui parcourent les rues aujourd'hui, qui sont devenus conducteurs de moto-taxi, mais qui ont de bonnes formations, qui ont été formés, mais qui ont du mal à trouver un métier, qui ne peuvent pas exercer, qui ne peuvent pas travailler. Ces difficultés d'insertion professionnelle-là, c'est extrêmement grave, ce qui fait qu'ils sont nombreux qui aujourd'hui, peut-être par vocation, ils sont allés, voulaient vraiment faire ce métier, mais qui se trouvent découragés sur le chemin parce que l'enseignant a été sorti de son rôle de par les conditions sociales. Et à côté, Michael, on va relever ceux aussi qui embrassent l'enseignement par dépit, donc défaut de trouver mieux. Par dépit. Il y en a. Par dépit aujourd'hui dans un secteur où on n'est pas sûr de pouvoir bien gagner sa vie, ça m'étonnerait quand même. Mais ça existe tout de même, ça existe. Mais aller embrasser un métier, je crois qu'il y a des métiers qu'on embrasse pas vraiment par dépit. On va plutôt dire les gens qui n'ont pas vocation. De connaissances pour le faire. D'abord, parce qu'enseignant, ça suppose transmettre quelque chose. Et on ne peut pas transmettre ce qu'on n'a pas. En fait, je m'explique. C'est beaucoup plus pour ceux qui n'ont pas vocation à enseigner. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, on va relever, je vous prends un témoin, on reproche... Au fait, on reproche à beaucoup c'est-à-dire le côté un peu approximatif de l'éducation. Vous entendrez par exemple des élèves ou des étudiants de, je sais pas, première ou deuxième année qui s'expriment avec quelques... Bon, moi je pense que oui, avec peut-être c'est l'assimilation aussi, je pense. Je pense que c'est relatif aussi à la qualité de l'éducation qu'ils ont reçue. Oui, on peut pas mettre ça de côté. On peut pas mettre ça de côté. Naturellement, il faut revoir justement ces anciens. Et c'est pour ça que la question des recyclages se pose également. Des stages pour ces afin enseignants. De pouvoir innover à chaque fois. Effectivement, il faut changer. L'éducation évolue, ça change chaque année. Les technologies de l'information, par exemple, et de la communication qui sont entrées aujourd'hui dans l'éducation. Vous avez des enseignants dans le primaire ou le secondaire qui vous viennent dans la maison le soir, vous dit que l'enseignant a demandé une tablette pour suivre les cours. Un enseignant qui est resté dans l'ancien système pour dire comment c'est compliqué, ce sera compliqué ne comprendra pas forcément qu'il y a des évolutions, des innovations à faire. Mais comment fait-il pour y arriver, pour s'arrimer, quand vous lui demandez d'acheter une tablette pour dispenser les cours à ses élèves, et lui qui gagne 50 000 francs par mois? Comment il fait dans ce cas? Et je vais évoquer une dernière chose. Ils sont nombreux. Le secteur de l'éducation au Cameroun est un secteur extrêmement malade. Ils sont des milliers qui sont enseignants avec des matricules inscrits à la fonction publique, qui gagnent des salaires tous les mois et qui vivent en Europe.
qui vivent Oula. en Chine, qui vivent... Oui, bien sûr, ça existe. Vous ne pouvez pas... Ne feignez pas de ne pas le savoir. Ils sont nombreux. Il y a une opération qui a été lancée, je crois, par le ministère de la Fonction publique, de recensement de ces nombreux enseignants-là qui ont fui le pays et qui, malheureusement, continuent de toucher les salaires. Ils sont nombreux. Et je reviens à Patricia qui évoquait la question tout à l'heure, mais qui y vont simplement pour acquérir un matricule et après s'envolent ou alors restent au pays, exercent d'autres métiers et à la fin du mois vont percevoir de l'argent comme enseignants, l'argent des Camerounais. Une dernière question peut-être avant de vous libérer. Si votre enfant aujourd'hui vous émet le vœu d'être enseignant, est-ce que vous allez encourager votre enfant à être enseignant? Est-ce que ce métier fait rêver encore? Je l'y encouragerai. D'abord, j'ai un passé de parents enseignants. Donc, juste pour ça, je lui dirais, mais attends, vas-y. Avec toutes les réalités. Vas-y, avec toutes les réalités. Peut-être que ça changera. Mais je crois que si vous suiviez cela, vous ne seriez pas journaliste ou animateur aujourd'hui. Merci beaucoup, Michael. Donc, on va remettre ça demain pour une autre édition de la revue de presse. On vous souhaite le meilleur. De même que nos millions de téléspectateurs, rang desquels le prince Ndachua Michel de Banfeko et bien sûr Tchangou Francis, qui sont de grands fidèles. Merci, chers téléspectateurs. On va servir un petit clin d'œil à nos partenaires avant de se rappeler que chaque jour est une date historique dans le monde parce qu'il s'est passé des choses. Eh bien, un 5 octobre d'une certaine année. On y revient. À tout de suite. Canal d'Or, acte 13, le voting. Vote pour ton artiste favori.